Bonjour tout le monde, ravi de voir une salle pleine comme ça. Vous m'entendez correctement? Oui, tout va bien. Alors je suis Tristan Charvilla, donc je suis principal designer chez Intuit. Je travaille sur le produit QuickBooks pour ceux qui connaissent. Et mon compère c'est Rémi Guyot, qui est Head UX chez Blablacar. Donc on ne travaille pas dans la même société, mais ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on partage une passion autour du UX, et puis qu'on a exploré plein de méthodologies, plein de différentes techniques. Et aujourd'hui, on va vous parler de sujets qu'on a explorés avec les product managers en particulier. Je crois qu'on a une salle de product managers aujourd'hui. Donc, dans tous les travaux qu'on a fait en UX, on était extrêmement proche avec les product managers, main dans la main, systématiquement. Et donc, on a exploré un petit peu qu'est-ce que l'UX pouvait apporter au produit. Donc, on va vous parler de... On va appliquer encore les méthodes UX, on va parler de divergence et de convergence autour de la notion de fonctionnalité et des fonctionnalités qui comptent pour nos clients. Donc moi, je vais commencer en parlant un petit peu de l'identification de fonctionnalités pour l'innovation. Comment est-ce qu'on trouve des nouvelles fonctionnalités? Alors, il y a pas mal de méthodes. Ça, c'est juste quelques-unes dans la liste que à peu près tout le monde utilise, je pense. Regarder la compétition ou parler avec les autres. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On échange nos connaissances, nos visions. C'est s'intéresser à l'utilisation des clients. Évidemment, on a plein de data là-dessus. Voilà, qu'est-ce que les clients font avec nos produits? On leur parle aussi on parle avec nos clients, qu'est-ce qu'ils attendent? Où est-ce qu'il y a des gaps? Ça, c'est des choses que vous connaissez très bien, je pense. La vision des leaders, ça aussi, une grande source d'inspiration pour les fonctionnalités. Je crois qu'on a tous des leaders visionnaires et qui parfois vont dans ce qu'on appelle le exec-driven, mais qui vont nous proposer des fonctionnalités parce qu'ils les ont vues, parce qu'ils y ont pensé. Et puis évidemment, les idées des employés. Donc il y a pas mal de sociétés maintenant qui ont des mini-labs ou qui encouragent un peu les employés à fournir des idées. Parfois, ils ont des rewards derrière quand l'idée était bonne. Et puis évidemment, on participe à des hackathons. Donc on est aussi, tout ça, tous ces gens-là sont des grandes sources d'inspiration pour identifier des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on s'est rendu compte avec Rémi qu'il y avait une partie des gens, une espèce de grande source d'inspiration sur laquelle on travaillait assez peu, des gens sur lesquels on ne passait pas tant de temps que ça. C'était ce qu'on appelle les in-making customers. Alors, ce que je veux dire par in-making customer, c'est un client potentiel. C'est quelqu'un qui a peut-être à un moment donné eu une première idée, qui s'est dit, tiens, là j'ai quelque chose à faire, j'ai un problème à résoudre, il va falloir que je trouve une solution. Donc c'est peut-être un client pour nous, ou pas. Peut-être qu'il va choisir autre chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui est rentré dans un processus de réflexion autour de la résolution d'un problème. Alors pourquoi ces gens-là, ils sont intéressants? La première raison, c'est parce qu'ils nous connaissent très peu. Et finalement, c'est une bonne chose de ne pas nous connaître, parce qu'à partir du moment où on connaît un produit, à partir du moment où on l'utilise, même si on voit des sources d'amélioration, on est biaisé par la fonctionnalité de ce produit, ce qu'il fait déjà. Ces gens-là, ils cherchent à résoudre un problème, ils ne cherchent pas encore à améliorer un produit. Ils sont un peu neufs, si on veut. La deuxième chose, c'est qu'ils rencontrent en ce moment, maintenant, un problème qu'ils cherchent à résoudre. Ce n'est pas un vieux problème résolu qu'on pourrait améliorer, c'est quelque chose qu'ils ont aujourd'hui et vers lequel ils veulent aller vers une simplification ou vers une solution. Donc ils sont au bon moment dans le processus. C'est aussi des gens qui sont potentiellement ouverts à la nouveauté puisqu'ils sont rentrés dans un processus de changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de force contraire, mais en tout cas ils sont dans cette dynamique-là. Et puis la dernière chose, c'est que ils vont être une source d'inspiration pour nous énorme, mais en plus, ils vont être une source de croissance parce qu'a priori, c'est des clients qu'on n'a pas encore, qui vont peut-être aller ailleurs. Et si on s'intéresse à eux, on a peut-être une opportunité de trouver quelque chose d'intéressant à leur contact. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on ait une société qui fabrique des violons, par exemple. Donc ça, l'univers de l'analyse compétitive, on devrait être pas mal. Ce qui concerne la fabrication de ces violons, le craft, a priori, on passe du temps là-dessus, on est bien. On va s'intéresser aussi évidemment à le rendre magnifique ce violon, à le policher, à le rendre désirable. Et puis on va s'intéresser à l'expérience d'achat. Toute notre expérience dans le magasin, ça c'est quelque chose à laquelle on va passer beaucoup de temps dessus. Et puis évidemment, le client, on va passer du temps à comprendre un petit peu comment notre client il évolue avec ce produit, qu'est-ce qu'il aime, comment on pourrait le rendre meilleur, l'adapter davantage. Donc en fait, on a une vision assez large de tout ce qui se passe, mais il y a un moment dans toute cette expérience qu'on a tendance à pas regarder suffisamment, c'est ce moment-là. En fait. C'est ce moment où il y a une petite fille dans la salle qui va regarder cette violoniste et qui va se dire en fait, j'ai envie de faire du violon. Voilà. Et c'est la première fois que dans sa tête, elle a l'idée de se dire je vais me mettre au violon.
Alors c'est un moment, un waouh moment, mais en fait, ce n'est pas que ce moment-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est tout le processus. C'est tout le processus depuis cette première pensée jusqu'au moment où finalement sa maman va être suffisamment convaincue qu'elle veut se mettre au violon pour aller rentrer dans ce processus d'achat et de choix du produit qui nous intéresse. Et en fait, ça, c'est un peu un grand trou noir. Ça peut être très long, ça peut être très court, donc ça peut être une question d'heures, 2 jours, 2 semaines. Et puis, c'est une matière qui est difficile à palper. Et donc, une des raisons pour laquelle on ne s'y intéresse pas, c'est parce que ça sort de nos outils de tracking. C'est difficile de comprendre parce que finalement, chaque personne va avoir une histoire différente. Mais chacune de ces histoires, c'est une source énorme d'inspiration pour comprendre qu'est-ce qui mène les gens vers notre produit. Alors, une autre raison pour laquelle c'est difficile à traquer, j'aime beaucoup cette phrase, c'est que, effectivement, les êtres humains, ce n'est pas des créatures de logique, c'est des créatures d'émotion. Et donc, même si on demande à ces gens qui sont venus vers notre produit, si on leur demande de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, ils auront un petit peu de mal à nous l'expliquer. Parce qu'ils auront tendance à vouloir rationaliser ce qui s'est passé, à vous donner des arguments rationnels de progression d'une première idée jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, c'est un grand marasme tout ça, qui est très difficile à dépaquer, à comprendre. Alors qu'est-ce qu'on fait en général ? Bon, là, j'ai fait l'illustration de in-making. Vous voyez, la ligne bleue, c'est le moment où je vais avoir le produit. En fait, on s'intéresse au dernier mile de tout ça. On s'intéresse à la partie la plus normée, la plus pavée. Et là, on passe beaucoup de temps là-dessus. Traquer qu'est-ce qu'ils font comme search. Et puis, évidemment, les accès sur la page, sur la home page. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans notre produit, qu'est-ce qu'ils regardent. Donc ça, on le traque très fort. C'est une partie, effectivement, juste avant l'achat. Mais on passe beaucoup de temps. Puis le reste, c'est un gros marasme. Alors généralement, on compte sur le quanti. Et le quanti est évidemment très efficace. Le quanti va essayer de nous organiser un petit peu tous fouillis et nous sortir des grandes tendances. Voilà. Donc que nous disent les études sur ces clients qui ne sont pas encore des clients qui vont vers nous, ils nous disent qu'ils vont plutôt regarder ça. Donc c'est évidemment très riche. La limite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils ont beaucoup de mal à nous l'expliquer, les gens, ce processus. Donc si on va déjà en tête-à-tête, c'est compliqué. Alors si on passe à du questionnaire quanti, c'est encore plus compliqué vraiment d'aller dans le détail de ce qui s'est passé. Et donc on perd beaucoup de richesse d'informations. On perd les petits détails, on perd toutes ces petites anecdotes qui parfois font la différence pour identifier les bonnes fonctionnalités. Donc ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant, c'est que on accepte l'idée qu'on ne va pas parler à tout le monde. Par contre, ceux à qui on parle, on le fait très très bien. Et on parle extrêmement précisément à ces gens-là. Et en fait, quand on leur parle, on se rend compte que l'histoire, elle est un peu structurée de la même façon. Il y a un moment où ils ont cette première pensée vers le produit, et puis après, il y a plein d'étapes successives qui se passent. Ces étapes, on aime bien les appeler des événements. Voilà. Une somme d'événements dans leur vie. Ces événements, ils sont extrêmement divers. Il n'y a pas de règle là-dessus. Mais j'aime bien penser à ces événements comme des petites gouttes qui remplissent un vase. Voilà. Et événement après événement, le vase va se remplir, jusqu'au moment où, ils arrivent à la conclusion que c'est ce produit-là qu'ils veulent et ils l'achètent. Et ce qui est intéressant à penser quand on pense à cette métaphore de petite goutte, c'est que parfois la première petite goutte, elle a exactement la même contribution au remplissage du vase que la dernière. Et que finalement, à s'intéresser juste sur les dernières, on perd énormément d'informations sur la contribution de ces petites gouttes. Prenons un exemple. Par exemple, il y a une semaine, quelqu'un d'entre vous s'assoit sur son canapé et se dit « Tiens, je vais regarder un match ». Il allume sa télé et se dit « En fait, cette télé-là, elle est vraiment vieille. Il va vraiment falloir changer cette télé. C'est pas possible. Je voulais regarder mon match tranquillement et en fait, je suis déçu. Ça, c'est pas comme je voulais. » Ça, c'est une première pensée. Voilà. Avant ce moment-là, cette personne-là n'avait jamais pensé à changer de télé. Là, ce jour-là, elle avait des attentes particulières. Elle se dit « Il faut que je change de télé. » Très bien. Donc, elle va rentrer dans un processus qu'on appelle un processus de pensée passive. Voilà, le passive looking, c'est-à-dire j'y ai pensé, maintenant on verra bien ce qui se passe, je reviens à mon match. Et c'est très très rare que quelqu'un à ce moment-là se dise je veux changer de télé, il se lève, il prend sa voiture, il va au magasin, il achète une télé, il la ramène, il regarde la fin du match sur cette nouvelle télé. Ça n'arrive pas. Donc en fait, le processus est né et il va prendre du temps, il va maturer. Il va maturer jusqu'à un autre événement. Alors l'autre événement, ça peut être la semaine suivante, il va regarder le match chez son pote, il s'avère que son pote il a acheté une nouvelle télé. Voilà. Et là, il se dit, tiens, elle est vraiment pas mal celle-là. Ça réactive un petit peu ce processus de pensée. Là, peut-être qu'il va commencer à se poser des questions un peu plus concrètes. Donc il va rentrer dans un process de active looking. Tiens, combien tu l'as payé cette télé-là? Comment elle marche? Est-ce que tu en es content?
Et là, les événements s'enchaînent. Il rentre chez lui, peut-être qu'il en parle à sa femme en lui disant on va acheter une nouvelle télé. Évidemment, il y a plein de variabilités. Une réponse potentielle, c'est il n'y a pas moyen. Et là, dans ce cas-là, il risque de retourner dans le passive looking pour un petit moment. Ou alors, oui, c'est une bonne idée, mais je la veux comme ci, je la veux comme ça. Et il va accumuler donc ces petits événements. Vous voyez ici, à ce moment-là, il sait qu'il veut une télé, il sait que l'autre n'était pas terrible. Maintenant, il n'a pas encore trop idée vers qui il va aller. Et ce processus, il va continuer. Et donc après l'active looking, ça va se remplir et il va passer dans un processus de décision. Ça va être de plus en plus actif jusqu'à ce que sa décision soit prise et qu'il finalise l'achat. Alors voilà, ça c'est la théorie, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette histoire-là? Comment est-ce qu'on fait pour parler à ces gens? Je vous ai expliqué justement qu'ils avaient beaucoup de mal à nous l'expliquer, cette histoire. Donc on met en place un modèle d'interview qui se base un peu sur, on va dire, la métaphore, ce serait l'hypnose. Alors, on ne fait pas de l'hypnose de groupe et on ne fait pas de l'hypnose individuelle non plus. C'est des discussions simplement qu'on a, ce n'est pas notre spécialité. Simplement, je trouve que la métaphore de l'hypnose est intéressante parce que la méthode, c'est d'aller rafraîchir cette histoire, de remonter dans le passé. Et donc la première question sera toujours, est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous vous êtes dit que, en fait, vous vouliez changer de télé? Et c'est possible que ce moment-là, il ne soit pas très clair dans leur tête. Et donc cette métaphore d'hypnose, c'est l'idée de dire, à quel moment c'était à peu près? Est-ce que vous vous souvenez? Où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Et de les aider à reconstituer l'histoire autour de cet événement en allumant des petites lumières. Ah, peut-être c'était pendant l'Euro. Il y avait qui dans le salon? Avec qui vous étiez à ce moment-là? Et quel jour c'était? Essayez un maximum de rallumer ces lumières parce que c'est comme ça que les souvenirs reviennent. Et lorsqu'on a clarifié cette première pensée, après on tire le fil. Ok, donc vous étiez dans votre canapé, vous avez allumé la télé, vous avez dit tiens, cette télé c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Et on tire, et on tire, et on tire avec cette même technique de dire juste après, c'était où, c'était comment, qui était avec vous, pourquoi ça s'est passé. Il y a un outil que j'utilise beaucoup, en fait, qui est très simple, mais qui m'aide énormément, c'est la ligne, simplement. Donc on trace une ligne, et on essaie de maintenir l'utilisateur focus sur cette ligne. C'est important parce que pour ceux qui ont déjà pratiqué des interviews qualitatives, surtout quand on est chez les gens, principalement c'est ça qu'on fait, on fait du follow me home, donc on va chez les gens, chez eux, c'est pas si simple à garder focus ces discussions-là. Ça part avec « Ah tiens d'ailleurs l'histoire de quelqu'un d'autre » et « Ah tiens d'ailleurs ma grand-mère », etc. On parle de plein de choses et on a du mal à rester sur cette histoire-là. Donc la ligne, ça aide. On dit « Ok, très bien, mais là on en est ici sur la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé juste après ?» Et c'est comme ça qu'on reconstitue l'intégralité de l'histoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des sources de surprises colossales. Et on a tendance à dire, si lorsque vous revenez d'une interview, il n'y a pas de surprise, vous avez raté votre interview. Il y a forcément des choses extraordinaires à découvrir, des choses qu'on n'attendait pas. Et là, on en découvre vraiment beaucoup. Ce qui est top aussi, c'est que, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait des interviews quali, mais le problème, c'est qu'on a des nuages d'informations. Voilà. Et on a un nuage, et deux nuages, et trois nuages. Et ensuite, la réconciliation de ces informations, c'est vraiment compliqué. Je vois beaucoup de product managers qu'on accompagne pour faire ces interviews, puis qui se retrouvent un petit peu devant des sommes d'idées, et ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. C'est vrai que ce n'est pas simple. L'avantage de cette méthode, c'est que finalement, les insights, on les récupère, mais ils sont déjà catégorisés. Puisqu'en fait, même si chacun a des histoires différentes, la structure de l'histoire qu'on leur demande est la même. Donc oui, des premières pensées, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours des premières pensées. Et on est capable de chevaucher ces premières pensées et d'avoir une espèce de petit nuage de premières pensées, etc. Le processus passif, le processus actif. Et donc, c'est rarement le cas, mais si on fait une interview parfaite, on serait presque capable de superposer nos feuilles de notes les unes avec les autres et de voir déjà des grands paquets qui se dessinent et des grandes tendances. Voilà, ça c'est une source extrêmement riche d'informations et de ça découlent en fait des sommes de choses, des use cases, des idées, des surprises. On ne contrôle pas exactement ce qui en sort, mais en tout cas c'est une somme extrêmement riche d'informations. Le challenge maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette somme d'informations. Et ça, c'est le dada de mon compère Rémi. En fait, à partir de là, il y a une technique que sûrement beaucoup de product managers ont utilisée, qui consiste à utiliser toutes ces sources d'informations et commencer à les mettre en œuvre, commencer à construire le produit à partir de toutes ces idées-là, toutes ces features-là, tous ces use cases-là. Et il y a plusieurs manières de le faire, et il y en a une qui mène droit à l'échec. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple. Du coup, est-ce que tu as le clicker?
Du coup, on va prendre un exemple. Admettons que je suis product manager pour une autoroute, ok ? Et mon rôle aujourd'hui, c'est de créer un panneau. On a un nouveau panneau à créer. Donc Tristan, si tu veux bien, tu vas être mon designer. Très bien. Voilà. Ça me va. Donc je suis product manager et du coup, la première chose qu'ils font, ça c'est déjà fait, c'est qu'il faudrait qu'on ait la ville principale de l'autoroute, c'est Lyon. Bon. Ouais, Mais bon. je me souviens très très bien qu'il y a plusieurs villes importantes sur l'autoroute. Donc est-ce qu'on peut les rajouter, s'il te plaît ? Tu t'en veux combien ? 4. Il y en avait 4 qui avaient 4 grandes qui avaient émergé avec le kilomètre à côté, ça serait top. C'est possible ? Ok. Ça va ? Voilà. Donc là, là on commence à avoir les grosses briques qui se dessinent. Évidemment, ce qui est important sur un panneau d'autoroute, c'est de savoir c'est quoi la prochaine sortie pour savoir si on reste sur la voie de gauche ou sur la voie de droite. Donc si on pouvait juste rajouter la... Sur le même panneau encore ? Oui, juste en dessous. Okay. Non, c'est assez classique, ça on rajoute la prochaine sortie. Donc ça c'est fait. Donc là, voilà, on a couvert a priori les informations clés. Je me souviens il y avait un client que j'ai rencontré qui m'avait expliqué sa mésaventure. Il est sur la réserve, donc il n'a plus d'essence. Est-ce qu'il doit sortir ou est-ce qu'il doit rester sur l'autoroute pour avoir le plus de chances d'avoir d'essence ? Ça serait intéressant de rajouter la prochaine station essence, histoire de... Encore dedans, encore Pardon le panneau encore. Oui, mais en petit, juste en dessous, petit. en petit. Il y a sûrement de la place. Voilà, donc on peut faire ça. Voilà, petit. Là, je pense qu'on est bien. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se rappeler, on a un business, on a un peu faut faire rentrer de l'argent. Oui. Ça serait bien de pouvoir faire des partenariats avec les hôtels de la région. Et je pense qu'il faut, honnêtement, on est un produit populaire, donc il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, d'autres un petit peu moins. Donc si on peut donner un peu de choix en termes de nombre d'étoiles, au moins, si on peut en mettre 2, si on peut mettre 2 hôtels. Ok, un choix alors. Voilà, on en met 2, très bien. Ouais. Super, là c'est nickel. D'accord. C'est nickel. Alors le truc c'est que j'avais commencé à discuter un tout petit peu avec nos départements juridiques. On a une obligation légale. Il faut qu'on rajoute. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident ? Où est la prochaine borne en cas d'urgence ? Donc ça on n'a pas le choix. Non mais ça c'est standard. C'est tous les panneaux qui sont comme ça. Donc il faut le rajouter. Ça prend une ligne. Donc on va juste le rajouter. Et puis ça peut rendre un grand service. Donc je pense que ça c'est important. Là a priori on a couvert tous les cas. On est bien. Donc on est bien. On est bien. Ouais. J'aimerais juste qu'on aille au-delà des attentes, qu'on soit dans l'innovation. Moi, ça me paraît important. Évidemment, les gens, ils empruntent l'autoroute parce qu'ils ont une destination à faire, mais est-ce qu'on n'est pas finalement les plus à même de les aider à découvrir la région ? Donc d'aider le tourisme. Ça serait un peu stupide qu'on demande aux gens de regarder sur leur téléphone qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Donc est-ce qu'on peut proposer ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un château, un camping dans le coin ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà, là je pense qu'on est bien. Ça y est ? Voilà, parfait. Okay. Donc je ne sais pas si dans la salle... Alors évidemment c'est une caricature, évidemment. mais juste un test là dans la salle. Est-ce que si jamais vous vous êtes retrouvé dans une situation qui ressemble à ça, est-ce que vous pouvez juste lever la main ? Ah oui. Ok. Donc il y a quelques personnes qui n'ont pas levé la main, peut-être que ce ne sont pas des product managers, je ne sais pas. Mais donc j'aimerais qu'on parle de pourquoi est-ce que cette situation elle a lieu. Parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait de dire ça a lieu, systématiquement, et c'est probable que ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc en fait, avec Tristan, on a énormément travaillé avec des product managers. On a vu ce genre de situation arriver systématiquement. Et c'est un peu celle-là qui est en partie à l'origine du fait qu'on soit là aujourd'hui. Et en fait, on pense avoir la réponse à pourquoi est-ce que ça arrive. Donc c'est peut-être ça qu'on va partager avec vous aujourd'hui. En fait, la raison pour laquelle ça arrive, en fait, il y a quelqu'un en particulier qui est responsable de ça. Et on va donner son nom aujourd'hui. Cette personne, c'est le product manager. En fait, le product manager, il a un rôle clé à ce moment-là, qui est extrêmement difficile. C'est sûrement pour ça que je ne pourrais jamais être product manager, je serais incapable de faire ce travail-là. C'est extrêmement difficile à ce moment-là de trouver comment filtrer, comment choisir, parmi toutes les choses qu'on pourrait faire, celles qu'on va faire. Et parce qu'on a énormément d'empathie avec nos amis product managers, on leur a donné une petite astuce. En fait, on a inventé, avec Tristan, une question qui permet de résoudre ce problème. Est-ce que vous êtes prêts pour cette question ? Là, c'est le moment d'inconfort, là. Moi, à chaque fois, je suis pas bien, là, quand tu fais ça. Ouais. Non, alors, je sais pas. voilà, on a déjà partagé cette technique-là. Souvent, il y a la moitié de la salle qui se dit génial, super, c'était top. L'autre moitié qui nous parle plus spécialement après. Donc voilà, la question, honnêtement, c'est pour ça que dans le titre, on le précisait, il y a un peu de provocation derrière.
Mais c'est une technique qui marche et donc on va la découvrir maintenant. Donc la question, c'est... Ouais. La question, c'est what the fuck? Voilà. Je t'avais dit. Hein. Bon. Voilà. Tu t'expliques un peu quand même? Ah oui, pardon. Ouais. Non, pardon. Fuck, ça veut dire first use case. Excusez-moi. C'est un acronyme en fait. C'est un acronyme. En fait, la question, c'est quel est le premier cas d'usage? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est ça la question dans laquelle, moi, en tant que product manager, tout à l'heure, je n'ai pas posé la question. Quel est le premier cas d'usage? What the fuck, ça veut dire ça en fait. Si, quand vous bossez dans un projet, à un moment, vous ne vous posez pas pour poser cette question-là à vous-même, aux personnes qui bossent sur le produit, quels critères de décision vous allez être capable d'utiliser pour faire les choix des bonnes features, de celles qui sont intéressantes, mais que vous ferez peut-être plus tard, ou peut-être que vous ne ferez jamais. Et donc cette question-là, je pense que la meilleure manière d'illustrer comment on peut l'utiliser, c'est avec un exemple. Donc là, c'est un vrai exemple. Ça, c'est la homepage de Yahoo aujourd'hui. Yahoo, sur cette homepage, on peut identifier un certain nombre de use cases. Là, c'est un use case un peu comme l'autoroute, c'est le fait qu'on ait accès à l'information du jour. Ici, on a un use case qui est plus lié au fait de pouvoir faire rentrer un petit peu d'argent via de la publicité, etc., etc. Là, c'est un peu de search. Les connexions, c'est plus pour les power users, etc. Donc, on a un certain nombre de use cases qu'on peut catégoriser. Le first use case, l'idée, c'est de se dire, bon, parmi tous ces choix possibles, essayons de se concentrer sur the fuck, the first use case. Admettons qu'on prenne la search. Okay. L'idée derrière the first use case, c'est de se dire, bon, on garde la search et on enlève tout le reste. Ça donne... Pardon. Ça donne ça. Ça tue le business, en fait. Pardon? Ça tue ton business, là. Y a plus Alors rien. oui, voilà, vous avez vu juste avant. En fait, non, là, tu as l'impression que ça tue le business parce que l'idée derrière, c'est qu'on décide quel est le first use case et puis du coup, on adapte le design en fonction. Donc en effet, on pourrait imaginer le mettre au cœur de la page. Voilà, ça c'est une idée par exemple. Un écran vide. Ça marche pas, ça. Ça marchera jamais. Alors voilà, là c'est un cas fictif évidemment. Là c'est un cas fictif, j'invente. Probablement que c'est irréaliste, mais je te sens un petit peu taquin, Tristan. Donc voilà, j'aimerais qu'on renvoie la balle parce qu'il me semble que voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Tristan il y a quelques années. Parce que là, je sens qu'il taquine un petit peu. Donc voilà, on va parler de l'histoire de Tristan. Tristan, c'est un fan de musique. Quand je dis fan, c'est des histoires d'amour, hein, essentiellement, qu'il a eu avec la musique, etc. Et donc j'aimerais qu'on parle des conquêtes de Tristan pendant quelques instants. Ça t'embête pas? Voilà. On ne parle pas des cheveux, on parle essentiellement des conquêtes. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette première conquête? Oui. Ah bah, ça, c'était le Diamond. Ouais. Et ça, ce qu'il avait d'incroyable, celui-là, c'est qu'il faisait, tu vois, la petite touche AB, là, ça fait des boucles. Et on peut écouter 1000 fois la même petite partie de solo de guitare. Ça me rendait dingue, ça. C'est extraordinaire. Ah, une vraie histoire d'amour. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais, c'était une vraie histoire d'amour, mais ce qui est rigolo, c'est que dès l'année d'après, voilà, ça change. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais. Celui-là, en fait, il savait faire la loupe, là, et en plus, je pouvais m'enregistrer avec. Le truc, c'est que j'ai l'impression que Tristan, c'était un vrai cœur d'artichaut, parce que dès l'année d'après, de nouveau, il change de compagne. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Celui-là, c'est encore une fois la même chose. C'est-à-dire qu'avec celui-là, je pouvais faire la boucle, m'enregistrer et écouter la radio en plus. C'était parfait. Ah, celui-là, il était formidable. Mais alors, dans ce cas-là, comment est-ce que tu expliques ta vraie histoire d'amour, finalement? Comment est-ce que tu l'expliques? Oui. Parce que c'est celle-là, ta vraie histoire. Ouais. Celle qui a duré dans le temps. Ouais. Et ce qui est vraiment marrant avec celui-là, c'est qu'en fait, celui-là, il faisait rien du tout de... Ouais. Il faisait pas tous les... Non. Il était incroyable. Ce qui est rigolo avec cet exemple, c'est que ça paraît complètement paradoxal, en fait. Et peut-être que ça l'est. Mais en fait, c'est sûrement parce qu'on regarde l'iPod de la mauvaise manière. Repensez au first use case. C'est quoi le first use case d'un lecteur de MP3? C'est pas toutes ces fonctionnalités anecdotiques. C'est le fait de pouvoir choisir un titre et de l'écouter. Et ce que l'iPod a fait quand ils sont sortis, c'est qu'ils sont focalisés là-dessus. Et ils ont rendu cette expérience-là complètement incroyable. Je me souviens qu'à l'époque, Tristan, il était capable de faire tourner la roue alors que l'iPod, il était éteint. Juste pour le plaisir de faire tourner la roue. Ça, c'est impossible si on a essayé de mettre dedans des milliers de use cases. Donc, ils ont décidé de se concentrer là-dessus. En termes de succès commercial, ils s'en sortent pas mal. Et en fait, je pense que c'est un peu c'est une grande source d'inspiration pour nous, cet objet-là, parce que essayez d'imaginer le courage qu'il a fallu à un product manager qui travaillait sur ce projet-là et qui a eu de se dire, OK, bon, en fait,
la concurrence, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et nous, on ne va pas le faire. Ça serait bien qu'on permette la création de playlists. Non, on ne va pas le faire non plus. Et les mecs, ils vont se démerder avec iTunes. On va se concentrer juste sur le first use case. Imaginez le courage qu'il a fallu pour faire ça. Imaginez le succès qu'il y a derrière. Et je pense qu'au quotidien, cet iPod-là, cet exemple-là, il peut être une source d'inspiration. C'est du courage qu'il faut, en fait, pour être capable de faire du tri. Les idées les plus difficiles à écarter, c'est les bonnes idées. Les mauvaises idées, n'importe qui peut les écarter. Mais comment est-ce que vous écartez les bonnes idées ? Tous les exemples de features là, dont Tristan il est tombé amoureux, c'est des super idées. Et donc, en fait, un peu la conclusion avec laquelle on veut vous laisser, c'est vraiment ces deux éléments-là. C'est d'un côté, essayez de revenir à cette première pensée, parce que sûrement que cette première pensée et les étapes qui ont suivi, elles contiennent beaucoup d'informations de ce qui a été le déclencheur du besoin qui, au final, a conduit à l'achat de quelque chose. Et rappelez-vous, what the fuck. Merci. Merci.